pour moi, c'est vrai que du coup, le job a un peu perdu de son essence. Je l'ai beaucoup aimé parce que j'accompagne des entrepreneurs dans l'innovation. Donc, c'est passionnant de c'est rencontrer passionnant, tous les jours des gens qui innovent. Donc, ça, c'est. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai tenu jusque-là et que je me disais que je pouvais tenir encore. Et puis, un beau jour, je me suis vue que c'était de plus en plus compliqué, en fait, et un peu guidée aussi par la peur, quelque part. On a des obligations financières, on a vécu, on a été élevé comme ça. Il faut un CDI, il faut gagner de l'argent. Et il faut accepter aussi de perdre ce statut-là à un moment. Et je pense que c'est pas simple et pas donné à tout le monde, quoi, en fait. Et encore, moi, je pense que vraiment, je me suis arrêtée avant d'arriver dans le mur, en fait. Parce qu'il y en a d'autres qui l'ont pas fait. Et c'est plus qui difficile, sont dans j'imagine, des derrière. situations où on peut perdre des facultés cognitives, en fait. On ne mesure pas assez à quel point ça peut être dramatique, un burn-out. Il y a le moment où on n'est plus réglé et qu'on va voir... ça, c'est la ménopause, vraiment. Appelons un chat, Ouais, voilà, ouais. on n'est plus réglé. Et là, on va voir le gynéco et puis on échange avec lui. Mais tout l'amont, Oui, y a rien. j'ai pas envie de le voir comme quelque chose de limitant, en fait. C'est finalement sain de prendre soin de soi, mais c'est vrai qu'on doit plus prendre soin de soi. Et peut-être que ce qu'on n'a pas eu l'habitude de le faire avant, faut le faire maintenant. Bienvenue dans Période, le podcast qui parle sans tabou de la vie des femmes depuis 40 ans. Ici, on décode ensemble les transformations que l'on traverse à cette étape charnière de notre vie. Ménopause, burn-out, stress, couple. Chaque épisode est une invitation à écouter des témoignages authentiques, des discussions inspirantes et des récits puissants sur cette période de transition. Ensemble, nous participons à célébrer les multiples facettes de la maturité féminine. Période est un podcast signé Anara, la marque dédiée aux femmes de notre génération, portée par une vision, accompagnée, informée et inspirée pour que chaque femme se sente épanouie à chaque âge. Abonnez-vous dès maintenant au podcast sur votre plateforme préférée et laissez-nous un commentaire. Bonjour Virginie. Bonjour à toutes les deux. Salut Virginie. Merci de me recevoir. On est très heureuse que tu aies pu venir jusqu'à nous pour le podcast Période. Et pour démarrer, on va te laisser te présenter pour celles qui nous écoutent. Oui, alors je m'appelle Virginie, j'ai 47 ans. Je travaille dans l'accompagnement d'entreprise. J'ai une fille qui a 16 ans. Voilà. J'ai eu des années bien remplies jusqu'à un certain moment. Donc, on va peut-être évoquer le sujet puisque c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Tu peux expliquer qui tu es. De toute façon, ça fait partie de toi. Ouais. Et du coup, j'ai un peu craqué il y a un an maintenant. Et on vient sur ce fameux sujet du burn-out. Alors plus précisément, j'ai trouvé la notion maintenant de burn-out, alors qui est une sorte de burn-out qui est lié au sens au travail. Donc je pense que je suis plus dans cette catégorie-là, avec d'autres éléments dont on pourra parler, un changement de modèle, de façon de travailler, plus lié finalement aux objectifs qu'à la qualité et à l'expertise. Donc quand on arrive à 45, 46 ans, c'est plus trop, c'est pas ce dont on a envie. Voilà, donc je pense qu'il y a eu un trop-plein sur tous ces sujets. Et puis le fait de ne pas s'être arrêtée pendant... j'ai travaillé pendant 22 ans, donc non-stop. D'accord, tu as travaillé 22 ans dans la même entreprise? Non, j'ai eu trois expériences différentes, une en cabinet. Et puis après, j'ai travaillé... je suis salariée de la fonction publique. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu un gros changement de paradigme ces dernières années. Et c'est super parce que je pense que... la fonction publique a besoin de se renouveler. Donc ça, c'était un challenge qui a été relevé. Après, c'est vrai qu'on se rapproche du fonctionnement des grosses entreprises aujourd'hui et qu'en travaillant notamment à Paris et en Île-de-France, il y a aussi la question du rythme qui a beaucoup changé. Et pour moi, c'est vrai que du coup, le job a un peu perdu de son essence. Je l'ai beaucoup aimé parce que j'accompagne des entrepreneurs dans l'innovation, donc c'est passionnant de rencontrer tous les jours des gens qui innovent. Donc ça, et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai tenu jusque-là et que je me disais que je pouvais tenir encore.
Et puis un beau jour, je me suis vue que c'était de plus en plus compliqué en fait de répondre aux mails, d'être finalement dans l'exercice intellectuel à proprement dit. Je me suis retrouvée aussi, il y a beaucoup de participation orale, hein, j'anime des formations, des ateliers à destination des entrepreneurs. Et c'est vrai que je me suis retrouvée à des moments où j'étais presque en dehors de moi-même. Des spectatrices, ouais, ça ouais, c'est okay. ça, ouais. À m'entendre parler finalement, j'avais l'impression de plus du tout, effectivement incarner qui j'étais. Donc c'était de plus en plus troublant. C'est pas quelque chose dont on parle ouvertement au travail, je pense, parce que déjà on a du mal à comprendre ce qui nous arrive. Donc c'est difficile de l'expliquer. C'est pas facile à formaliser. Il y a eu des warnings parce que avec le management, j'ai expliqué que ce mode de travail-là, fondé uniquement maintenant sur l'objectif, et c'est vrai qu'on est un écosystème où on met au cœur la start-up et que c'est en lien aussi avec les politiques du gouvernement et du ministère dont on dépend, c'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on accompagne, il faut donner des chiffres. Et effectivement, oui, c'est glorifiant de travailler avec des startups, de servir cet écosystème qui est hyper dynamique. C'est stimulant, j'imagine. C'est stimulant, bien sûr. Et mais il y a un moment où, pour moi, ça ne suffit plus, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas ma manière de voir les choses. Et au-delà, je pense qu'il y a un gros travail à faire des directions des ressources humaines sur les plans de carrière. Parce que c'est vrai qu'on se retrouve confronté finalement à se retrouver dans des équipes qui rajeunissent de plus en plus et on ne réfléchit pas forcément à la place qu'on veut donner. Alors, senior, je n'aime pas trop ce terme, mais bon, il existe. Expert. Voilà, expert. Mais on est très vite senior dans l'entreprise. Donc oui, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui ont de l'expertise, comment on la valorise et c'est vrai que il y a un parcours qui est assez tracé, qui est le management, mais tout le monde n'a pas envie de faire du management. Oui, tout à fait. C'est vrai. Et c'est des questions qui je pense, qui sont pour moi d'actualité sur la valorisation de l'expertise. Alors là, le sujet, c'est après 40 ans, mais voilà, je pense que moi, ça s'est posé après 45, mais ça peut arriver plus tôt. Mais toi, justement, à quel moment tu as senti que ça n'allait pas, que tu rentrais dans cette période-là? J'imagine que tu n'as pas tout de suite identifié que c'était du burn-out, mais c'était vers quel âge? C'était à quel moment? Ouais, je pense que ça faisait au moins 2 ans que donc j'avais 44. 44? Ouais, 43, 44. D'accord. Ça s'est manifesté comment? Comme tu disais, tu étais plus présente quand tu faisais des formations? Oui, puis ça me coûtait en fait. Je voyais de répondre à tous les mails, de te lever le matin pour y aller, me lever le matin, par exemple, tous ces sujets-là où c'était de plus en plus compliqué. D'ailleurs, la première fois que j'ai été arrêtée, j'ai pas été arrêtée longtemps, mais je suis arrivée devant le siège. Et je me suis dit, je peux pas y aller. Ouais. Donc, j'ai fait demi-tour. Je suis rentrée chez moi. Et donc, ça, c'était le premier craquage. Je suis arrivée chez le médecin, mon médecin traitant. J'ai pas l'habitude de me plaindre ni de pleurer. Et là, j'ai tellement craqué, j'arrivais même pas à expliquer ce qui m'arrivait. Donc, je pense que je suis vraiment allée au bout, en fait. J'ai vraiment essayé de tenir. Et je crois que les premiers signaux de l'ennui, de la difficulté, il faut se faire accompagner tôt, en fait. Parce que je pense que déjà, quand on en est arrivé là, c'est qu'on a perdu les ressources. Et du coup, c'est un engrenage, c'est-à-dire qu'on perd les ressources et on les a même plus pour pouvoir penser à un changement, finalement, à rechercher du travail, je pense que l'épuisement est déjà installé. Donc, il faut vraiment être attentif. Est-ce que tu veux dire que ça s'est installé de façon insidieuse dans ton quotidien? Oui. Puis je pense que j'ai pas prêté attention. En fait. J'ai pas prêté attention. Ouais. Tu mettais ça sous le coup de la fatigue, un ras-le-bol, mais comme on peut avoir ras-le-bol de plein de choses, tu vois. C'était plus. Oui, bien sûr. Et puis je suis d'un caractère qui fait que j'ai l'habitude de tenir, en fait. Je me dis, mais non, mais tu peux encore. Voilà, tu as encore l'énergie. Enfin bon.
On va faire la warrior. Voilà, tu vas pas en arriver là. Tu as toujours assuré. Voilà, c'est ça. Et je crois d'ailleurs que maintenant, pour avoir rencontré des gens qui sont spécialisés sur le burn-out, des professionnels, psychologues ou autres profils, sont souvent des gens qui sont très résistants. Oui, c'est ça. Oui. Et qui pensent qu'ils peuvent ils peuvent tout se monter haut la main. Ouais. Et donc je pense alors c'est certains profils certainement, mais je pense que ceux-là doivent apprendre à s'écouter. Et peut-être au-delà, faire des pauses, on n'y est pas amené non plus. Enfin, très tôt, j'ai l'impression qu'on est... On conditionne. Oui, mais déjà à l'école, en fait. Tout à fait. On doit entrer dans un moule, on doit... C'est quoi ton parcours, justement, scolaire, tout ça Mon parcours scolaire, j'étais une élève d'un niveau moyen, voilà, au départ, mais je me suis toujours accrochée pour réussir. J'étais bien poussée par mes parents, d'ailleurs, surtout mon père. Et puis, j'ai réussi. J'ai fait des études supérieures. J'ai fait du droit. J'ai fait une maîtrise de droit des affaires. Et puis après, je me suis spécialisée dans l'innovation. Et vraiment, je regrette pas ce choix parce que je suis dans un domaine qui est très vivant, qui est ludique. Voilà, qui bouge aussi. Quoi. Ouais, qui bouge. J'ai accès à la créativité. Et j'ai quand même adapté mon poste au fur et à mesure du temps, puisque j'étais dans le dossier, donc dans le purement juridique au départ. Et puis j'ai fini dans l'accompagnement. Donc je suis sur le terrain, je suis à la rencontre des entreprises. Donc je suis contente de cette évolution. C'était un choix de ta part, c'est-à-dire que c'était pas imposé en fait. Alors, le droit, c'était un peu pour faire plaisir à papa-maman. Ouais. On fait souvent ça. Hein. Voilà. Et honnêtement, avec le recul, je ne pense pas que c'est une filière que j'aurais choisie. Ouais. Je pense que j'en ai fait quelque chose qui me ressemble plus aujourd'hui. Voilà. Mais c'est un sujet, oui, qui remonte je pense à l'enfance, à l'adolescence, où déjà là, je pense qu'en termes d'accompagnement, il y a pas mal de trous dans la raquette. Et je le vis encore aujourd'hui avec ma fille. Ouais. Et alors, on a un peu avancé, mais c'est quand même pas encore... c'est pas encore ça. Ouais, c'est pas encore ça, mais après, je pense qu'il y a un âge aussi, une maturité où on sait ce qu'on veut, on commence à avoir une idée de ce qu'on aime. Je pense qu'à 16 ans, quand on doit choisir ce qu'on va faire toute la vie... Non, sauf si c'est une vocation. Voilà, tout simplement. Voilà. Ouais. C'est ça. Donc, je pense que c'est un peu multifactoriel. Et c'est vrai que... Alors, je crois que la chance que les futures générations ont aujourd'hui, c'est qu'on ne choisit plus un métier pour la vie. Voilà. Oui, ça, c'est vrai. Donc ça, je pense que c'est un gros atout. Je crois qu'on a beaucoup plus de possibilités de rebondir. Nous-mêmes, d'ailleurs, je pense on est accompagnés dans la reconversion. On a pas mal de droits à la formation, tous ces sujets-là. Après, c'est vrai que il faut oser. Je pense que j'ai été un peu guidée aussi par la peur quelque part. On a des obligations financières, on a vécu, on a été élevé comme ça. Il faut un CDI, il faut gagner de l'argent. Et il faut accepter aussi de perdre ce statut-là à un moment. Et je pense que c'est pas simple et pas donné à tout le monde, quoi, en fait. Ouais, c'est pas simple quand c'est très bien installé. Le fait qu'il faille avoir un travail, de l'argent, c'est difficile après de sortir de ce circuit. Ça fait un peu peur, en fait. Tout à fait. Mais moi, en plus, Virginie, je la connais un peu. Et il y a aussi d'autres paramètres dans ta vie aujourd'hui, réellement. Tu as le burn-out, il y a ton divorce, tu vois. Donc, il y a plein de choses qui sont arrivées en même temps pour Virginie. Et moi, je trouve ça complètement courageux de ta part d'assumer, tu vois, derrière, de te dire, bon, je me suis écoutée. Là, en fait, je pense que ça m'a rattrapée. Ça t'a rattrapée oui, j'ai plus le choix. J'ai plus le choix, en fait. Alors, le dernier événement qui m'a fait dire que là, j'étais vraiment arrivée au bout, c'est de ne plus pouvoir remplir un formulaire médical. Ah oui. Ouais. Ah oui. Donc ça, c'est l'assistante qui était là, l'assistante du médecin qui m'a rempli. Et je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qui m'arrive ? Et ça fait peur. Ça fait peur. Mais est-ce que quand tu vas voir le médecin, il met tout de suite un mot là-dessus ? Mais non. 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 D'accord. C'est parce qu'il t'a pas écouté ou il a pas compris ? C'est quoi ?
Non, parce que je pense que c'est pas un diagnostic qui est facile à faire tout de suite, parce que déjà, je pense que c'est souvent quand même multifactoriel. Effectivement, il y avait aussi ma vie privée dans laquelle il y avait beaucoup de changements. Je crois aussi que le fait qu'une femme, finalement, doive assumer souvent quand même les enfants. Alors moi, j'en ai qu'une et elle est adorable, j'ai beaucoup de chance, mais il y a quand même des choses à faire. Il faut être présent, quoi, en fait. Voilà, il y a assumer aussi les anciens. Enfin, bon. Alors, il te dit quoi, du coup? Parce que je pense qu'ils ne sont pas préparés non plus. Tu parles des anciens, c'est ça, toi? Non, des médecins. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de diagnostics qui ne peuvent pas être posés tout de suite, en fait. Je pense aussi. Et au bout de combien de temps? Le médecin traitant, lui, pour moi, il m'a jamais parlé de burn-out. Voilà. Donc, c'est jamais un terme qui a été officiellement prononcé. Il disait quoi, alors? Épuisement, en fait. Épuisement. Ok. Ouais. Épuisement, il faut il faut se reposer, madame. Il faut se reposer, effectivement. Et puis après, le médecin généraliste, lui, c'est plus son rôle, donc il t'oriente vers des psychiatres, psychologues, etc. Et le psychiatre, oui, effectivement, il met une fois, la première fois, burn-out sur l'arrêt de travail, mais on va pas vraiment, on n'entre pas vraiment dans le sujet, en fait. Il a posé comme s'il avait posé dépression, quoi. Oui, très bien, voilà, c'est comme ça, c'est dit, et c'est vrai que moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir un suivi en lien avec le burn-out, finalement. Et c'est vrai que j'ai dû me tourner moi-même et chercher des ressources ailleurs. Et où c'est que tu es allé chercher ces ressources-là pour aller en chercher d'autres? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie que ça bouge? Déjà, Google est mon ami. Hein. Merci. Je pense que tu avais envie de comprendre ce qui se passait. Oui, bien sûr. Ouais. Après, je me suis dit, il y a bien des ressources, il y a bien des endroits, il y a bien... Et puis, effectivement, comprendre, mettre des mots, et puis trouver des solutions aussi, parce que c'est vrai que quand ça touche l'intellect, il y a un signal d'alarme qui a été tiré. Moi, je pense que je me suis arrêtée au bon moment. Il y a des femmes, parce que c'est souvent des femmes, le profil concerné. C'est plus des femmes qui sont touchées par le burn-out? Je pense. Je ne le savais pas. D'ailleurs, le réseau dont je vais vous parler après s'appelle les Burnettes. D'accord. C'est un réseau de femmes. Donc oui, comprendre et puis se dire c'est vraiment du sérieux. Enfin, il faut agir, en fait, parce que c'est pas juste un petit bobo sur lequel on met un pansement, c'est quelque chose qui s'est installé sur le long terme quand même. Et puis il va falloir le soigner, et puis il va falloir faire en sorte que ça se reproduise pas, retrouver les ressources pour repartir. Mais ça se traduisait comment au quotidien? C'est-à-dire, tu n'avais plus envie d'aller au travail, et comment ça a démarré déjà au début? C'était comment? Cette espèce de lassitude, de perte d'envie. Qui revenait tous les jours. Oui, et ça prenait beaucoup de place, parce que même pour des sujets qui me plaisaient avant, j'y arrivais plus non plus, en fait. Donc, et puis je pense aussi la recherche de sens dans cette société qui est en total changement, en fait. Et c'est vrai que quand on est né dedans, ou quand on a grandi dans ces nouveaux schémas-là, on se questionne. Moi, j'avoue que je me questionne beaucoup. Et c'est vrai que j'ai pas trouvé de réponse ou d'action, en tout cas, qui pour moi m'apportait qui était satisfaisante sur l'avenir, en fait, auprès de mon employeur. Est-ce que tu veux dire que pendant, tu as fait tes études, tu as suivi un peu ce que voulait ton père, et puis ensuite tu t'es mis sur quelque chose que tu aimais plutôt bien, que tu ne te posais pas de questions jusqu'à peut-être arriver à peu près à tes 40 ans sur cette question de sens qu'on se pose de plus en plus, en fait? Je pense qu'on a la tête dans le guidon aussi. Peu un déclic, il y a eu un déclic, c'est ça. On a des projets, on se met en couple, on achète une maison, on a un enfant. On coche toutes les cases. Voilà, c'est ça. Donc, tout pour l'instant, on a rempli les objectifs. C'est ça. Et puis, quand tout ça est fait, ok, tu te dis, alors, et la suite, qu'est-ce que c'est finalement? Est-ce que tu t'es posé ces questions-là à ce moment-là, quand tout est fait, quand tout est... Oui, mais j'avoue que j'ai eu du mal à trouver des réponses. Alors, j'ai fait la bonne crise de la quarantaine où j'ai envoyé pas mal de choses bouler, on va dire. Je sais pas si je peux, c'est un peu familier, mais c'est un peu le terme.
Oui, à 40 ans, ça t'a... Oui, à 40 ans, je pense que j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic. Bon, ça a été fait de façon un peu désordonnée, mais je pense que c'est un peu le... C'était cette envie d'être foncièrement heureuse, c'était ça, c'était te combler un truc, c'est ça. Ouais. Et puis la recherche de soi, finalement, que quelque part... Alors peut-être qu'il y a des gens qui le font avant 40 ans. Bon, je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai pas réussi à le faire avant. Et je pense que c'est arrivé, c'est revenu là en boomerang. Et voilà, et c'est un travail, et puis c'est encore un travail aujourd'hui. C'est le travail de toute une vie. Ouais, c'est le travail de toute une vie, bien sûr. Mais et c'est vrai que quand j'étais en poste, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai fait des formations, je me suis interrogée, j'avais un suivi psy, et c'est drôle, j'avais la dernière formation à laquelle j'ai assisté, c'était en innovation, sans rentrer dans les détails, et l'équipe qui était là, on va travailler sur mon cas en fait, parce que sur le changement, sur la reconversion, etc., dans l'innovation. Et ce qui ressortait de cet exercice sur mes projets, finalement, c'était de ne rien faire. Tu avais envie de ne rien faire, en fait, de me laisser... C'était de me laisser le temps de ne pas être rentable. Ah oui. Parce que je crois qu'en fait, on est toujours dans la course. Cette quête en fait de rentabilité à tout prix. Alors, je ne parle pas forcément de la rentabilité financière, mais c'est juste du temps. De la production, on nous la donne très tôt finalement, et elle nous quitte jamais. Et je pense que dans cet ensemble, je me suis un peu noyée, où j'arrivais même plus à trouver les ressources pour savoir ce que je voulais faire en fait. Oui, tu t'es oubliée, quoi. Tu étais dans le quotidien, et c'est ça. C'est combler tout le temps et ne pas se poser, réfléchir ce qu'on veut en fait. Ou pas réfléchir, justement, de ne pas réfléchir, de penser à rien. Oui, ça fait c'est ça. De laisser le vide venir pour savoir ce qui va nourrir, ce qui va arriver, quoi. Nourrir, comment c'est ça. C'est. Bon, je pense qu'il y a peu de gens qui ont cette chance-là de pouvoir penser à rien. Non, mais. Alors, mais il faut le faire, justement. Oui, il faut le faire. Je pense que c'est hyper important. Mais c'est pas ce qui m'est arrivé en même temps par la suite. Non, t'as essayé de combler. J'ai essayé. Non, après mon arrêt, du coup, j'ai essayé de me laisser ce temps et de me dire, là, c'est là. C'est là, c'est arrivé malgré toi. Donc, profite de ce moment, en fait, pour te nourrir de ce qui vient, pour écouter le vide, pour... Voilà. Et je pense que je suis tellement formatée, effectivement, au fait de devoir être utile. Oui. Ouais, c'est ça. C'est que c'était difficile à faire. C'était difficile pour moi, ouais. Et c'est vrai que cet échange, je l'ai eu... alors, si on en revient à l'accompagnement, j'ai vu un psychologue qui n'était pas spécialisé, mais ça m'a aidée quand même. Je suis en lien avec l'APEC, donc ça, c'est intéressant. Alors, c'est un coaching, en fait, qu'on a mis en place une fois par mois pour voir un peu comment je pouvais avancer et ce que je pouvais faire avec l'énergie que j'avais, remobiliser un peu mon réseau, tous ces sujets-là. Donc ça, c'est vrai que c'était... ça m'a beaucoup servi. Et puis, j'ai recontacté mon réseau. J'avais fait des formations d'innovation sociale, le domaine vers lequel j'aimerais aller. Donc, petit à petit, j'ai mis des choses en place. Je pense que je les ai mises trop tôt en place. Ah, d'accord. Voilà, je pense que... la notion du vide, elle n'est toujours pas là, en fait. Voilà. Ça. Donc, si j'ai une recommandation à faire à celles et ceux, parce qu'on peut aussi parler des hommes, mais ça arrive certainement, qui ont ce temps pour eux, je pense qu'il faut vraiment le prendre, en fait, sans culpabiliser. Peu importe ce que peut renvoyer la société, l'entourage, la famille, parce qu'on a beaucoup de questions. Et alors, ça serait bien de dire rien, en fait. Et alors rien. Et je pense qu'on ne sait pas faire ça, en fait. Alors rien. Non, on est tellement conditionnés, c'est pour ça. Et c'est peut-être ce rien dont on a besoin quand on en est arrivé au stade du burn-out, en fait. Et donc... pour en revenir à l'accompagnement, l'APEC m'a mis en lien avec le réseau des burnettes. Oui.
Et donc, c'est là vraiment que j'ai pris conscience déjà que je pouvais parler vraiment d'un burn-out parce qu'on est revenu sur la notion, sur la façon dont ça se passe. Et c'est vrai que ça correspondait à ce que j'ai vécu. C'est un gros réseau, les burn-out ? Non, c'est pas un gros réseau. Je ne sais pas s'il finira par s'étendre. Ils sont basés près de Bordeaux. Il y a aussi une antenne physique à Lille. Ok. Et après, je crois qu'il y en a une troisième, je ne sais plus où elle est. Tu sais combien il y a de membres ? Non, je ne sais pas par contre. Mais les burn-out, je vous invite, si vous ressentez un besoin d'accompagnement, de vous en rapprocher. Parce qu'il n'y a pas d'antenne à Paris, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de lieu physique, mais on a accès à des choses en visio, donc des ateliers. On a le droit d'un échange avec une marraine. Enfin, voilà, donc c'est... Et c'est ce que tu as fait donc, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Par contre, c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a peu de ressources, en fait, sur le sujet. Je me suis sentie pas mal esseulée à certains moments. Alors, j'ai jamais été seule parce que j'ai eu l'accompagnement. J'ai eu des amis qui ont été là. J'ai mes collègues qui ont été bienveillants, j'ai toujours été en contact, en fait. On m'a toujours demandé des nouvelles. Je sais que, avec mon management direct, ça se passe bien. Donc, je sais que je suis attendue, que je peux revenir. Donc, il y a aussi cette possibilité-là. Donc, globalement, je n'ai jamais été seule. Mais pour le travail vraiment de fond, je trouve qu'il y a des manques. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, vraiment, Mais la santé mentale va être un vrai sujet cette année, de toute façon. Hein. C'est comme la ménopause. Cette année, c'est 2 sujets, santé mentale et ménopause. 2025, effectivement, j'ai entendu dire que c'était un des projets. Oui, parce qu'on peut parler de santé mentale, pour le coup, tu vois. Donc, Et puis, je pense que ça, de plus en plus, ça va vite. Il y a aussi le sujet de l'intelligence artificielle qui fait que la société va de plus en plus vite. Et il y a des espaces où il faut qu'on s'arrête vraiment, parce que je pense que pour moi, c'est pas humain, en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je crois qu'on est tous garants pour se faire entendre. Alors, moi, c'est mon avis, mais il y a ça aussi, cette accélération de la vie des affaires. Et quand on est dedans, on n'a pas forcément le profil pour, en fait. Et c'est pas pour ça qu'on a signé à l'origine. C'est ça, ouais. Et du coup, on se retrouve engouffré effectivement, dans ce flux. Et je pense qu'il faut des garants pour ça. Peut-être qu'on peut parler aussi de l'accompagnement des services de santé, parce que je crois que, je sais pas, c'est peut-être le moment de faire passer le message, mais notamment la sécurité sociale qui travaille avec un organisme qui s'appelle la CRAMIF et qui propose aux gens qui sont en arrêt depuis un moment un accompagnement. Donc, sur l'accompagnement, c'est vrai que si on s'en tient à ce que nous propose effectivement le service médical, notamment la sécurité sociale, pour moi, en fait, j'ai été mise en lien par la CRAMIF. Alors, c'est un organisme qui dépend de la sécurité sociale, avec une assistante sociale qui est là, en fait, pour écouter, en principe, et rediriger vers une prise en charge ou une fin. Voilà. C'est quelle prise en charge, en fait ? C'est quoi, tu as droit à des Il y a des lieux d'écoute en groupe avec des psychologues du travail, notamment. Donc, ça existe. Ça fait très alcoolique anonyme, tu sais. C'est vrai que la façon dont c'est décrit, ça donne pas forcément envie, mais en tout cas, moi, j'ai eu envie d'essayer parce que je trouvais que c'était le moment aussi de voir ce qui se fait. Finalement ce qui se fait en dehors de la sphère privée. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que le public finalement offre comme solution aux personnes qui sont en burn-out, qui ont travaillé, qui ont servi entre guillemets. Et du coup, j'ai eu la première fois, l'assistante sociale n'est pas venue au rendez-vous. Sans s'excuser ni rien. Sympa. Ouais, c'est c'est par groupe, c'est ça ? Non, alors le premier rendez-vous est individuel. Individuel et ensuite c'est groupe. Et donc tu te déplaces. Première fois, je me déplace, ne vient pas, ne s'excuse pas. La deuxième, elle est présente, donc. C'est la même ou pas ? Non, c'est une autre, parce que du coup j'ai rappelé, on m'a donné une autre assistante sociale.
Et là, elle me dit mais super, c'est super qu'on se rencontre. Voilà, j'ai des solutions pour vous, et notamment ce fameux groupe de discussion, ce suivi avec un psychologue du travail. Et donc, eh bien, elle ne m'a jamais rappelée. Et ouais. Donc, heureusement que tu as mis les choses en place, toi, de ton côté, finalement, parce que... Donc bon, voilà. Après, il y en a que dans le réseau des burn-out qui ont une meilleure expérience. Alors, est-ce que c'est l'Île-de-France qui fait qu'on croule sous les demandes et que, je ne sais pas, il y a finalement, voilà, ils sont débordés. Mais il y a quand même des ressources, il faut tenter, en fait, parce qu'en fonction de la personne sur laquelle on tombe, on peut bénéficier peut-être d'un accompagnement valable. Est-ce que dans le réseau des burn-out, c'est que des femmes? C'est quoi un peu l'âge? C'est après la quarantaine. Après la quarantaine. C'est beaucoup de femmes qui ont fait des burn-out après la quarantaine. Oui, c'est ça. Est-ce que c'était à peu près, les sujets sont communs? Est-ce que c'était un ras-le-bol? Est-ce que c'était une prise de conscience? Est-ce que c'est des cadres aussi? Oui, c'est beaucoup de cadres. Bien sûr. Enfin, en tout cas, dans les réseaux des burn-out, moi, je ne peux pas parler sur le burn-out en général, mais c'est vrai que... Vraiment dans le réseau. Dans le réseau, là, oui, quand même, il y en a pas mal. Tu vois, là, je viens de regarder les chiffres du burn-out. 480 000 personnes en France seraient en détresse psychologique au travail. Donc, c'est énorme. Soit 7%. Et le burn-out concerné, 7%. Soit 30 000 personnes sur le territoire français. Alors moi, ça me paraît peu, 30 000. Il y a certainement plus. Après, je pense que c'est pas tout n'est pas relevé, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui. Et 12% de la population active présenterait un risque de burn-out. C'est assez énorme, quoi. Ouais. Est-ce que justement dans ce réseau, tu as retrouvé dans les témoignages des femmes qui sont là des points communs? C'était quoi les points communs? Les points communs, c'est ce profil-là. On a qui. Donc femme, 40 ans. Femme, voilà, et puis qui a toujours. Un profil assez résistant finalement, quelqu'un qui se dit je vais y arriver, que je vais arriver, qui tient à bout de bras ce qui est en train de s'écrouler, mais qui veut pas voir en fait que c'est en train de s'écrouler. Est-ce que tu penses que c'est lié aussi à la charge mentale des femmes? Oui, je pense aussi. Je pense aussi. Et puis peut-être que on s'est dit on veut travailler, donc on travaille et puis on va tout assumer à côté aussi. Et, on peut tout faire. On peut tout faire, voilà. Et on peut tout faire, mais je pense pas qu'on puisse tout bien faire. Ça, c'est certain. Voilà. Il faut l'accepter. Voilà, c'est ça. C'est que il y a peut-être des choses qu'il faut lâcher. Tout faire, tu vois. Il y a une réalité. Pourquoi on s'oblige à tout faire? Parce que c'est l'injonction d'élever comme ça. On donne naissance aux enfants, donc c'est nous qui occupons le plus. Et la maison, etc. Donc c'est des générations et des générations comme ça, quoi. On se trimballe ça. C'est hyper important d'expliquer à nos filles, parce qu'on a toutes des filles, qu'on ne peut pas tout faire. Exactement. Moi, je dis souvent, je peux pas tout faire. T'as raison, c'est bien. Et je suis pas la déesse Shiva, c'est ça? Pas encore. Un jour, je vais y arriver. Et du coup, ça t'a fait du bien, justement, de retrouver des femmes qui traversent la même chose que toi? Oui, puis déjà de me dire que j'étais légitime à parler de burn-out, voilà, parce que parce que les burn-out, c'est arrivé tard, hein. Avant que tu les rencontres, du coup, tu étais vraiment un peu sur ton chemin à chercher, tu étais solo, quoi. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je suis légitime à utiliser ces termes-là? Est-ce que c'est pas parce que le psychiatre l'a mis sur la feuille comme ça une fois que. Mais est-ce que tu sais que le burn-out a été officiellement reconnu comme syndrome en 2019? Ouais, c'est tôt. C'est tard, je veux dire. Il n'y a pas longtemps. Donc déjà, d'assumer le fait que c'est vraiment un burn-out, d'échanger avec des gens qui sont dans ta situation, j'imagine que ça a dû lever quelque chose, du moins pas réparer, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y a une pression qui retombe quand même de se dire qu'on est légitime à en parler et que finalement, on a vécu quelque chose qui est identifié et connu. C'est plus rassurant. C'est plus rassurant. Et puis la bienveillance aussi, la bienveillance de toutes ces femmes qui comprennent, qui sont passées par là, qui te disent que tu as le droit en fait au repos, que voilà, c'est pas de la fainéantise, c'est pas
une vue de l'esprit. Enfin, voilà. C'est pas un caprice. Voilà, c'est pas un caprice, tout à fait. Ça, c'est ça. Et encore, moi, je pense que vraiment, je me suis arrêtée avant d'arriver dans le mur, en fait, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont pas fait. Et c'est plus difficile, j'imagine. Des situations où on peut perdre des facultés cognitives, en fait. Hein. Wow. C'est pas... oui, ça va loin, en fait. Donc, il y a de la rééducation, il y a... On ne mesure pas assez à quel point ça peut être dramatique, un burn-out. Ouais, non, je pense qu'il faut vraiment le prendre au sérieux. Et c'est vrai que du coup, il y a des femmes qui sont... des hommes, qui sont arrêtés très longtemps. Et qui ne reprendront jamais... au poste qu'elles avaient. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose, bien souvent, puisque si on est arrivé là, c'est que ou en tout cas qu'ils le feront vraiment différemment. Parce que on revient à quelque chose de plus limité, malheureusement, si il y a des on a des fonctions cognitives un peu diminuées, mais aussi de savoir après ne pas repartir sur le même schéma. C'est ça qui est important aussi. C'est que le redémarrage, il faut aussi être vigilant. C'est-à-dire qu'on a conscience que on a vécu dans un schéma dans lequel on ne peut plus vivre. Donc ça aussi, c'est bien de se faire accompagner sur ces sujets. C'est comment je transforme et qu'est-ce que je mets en place pour apprendre à m'écouter. Enfin, voilà, il y a vraiment ça que... Et aujourd'hui, comment tu te sens ? Est-ce que tu as réussi est-ce que tu es toujours un petit peu en train de sortir un peu de cette phase-là ? Est-ce que tu es toujours où tu en es exactement ? Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal avec le vide. Ça, c'est... je l'ai espéré parce que j'en pouvais plus. Et je me rends compte que c'est pas un sujet simple, finalement, de se retrouver soi avec soi. Et partir, faire une retraite, je sais pas, ou quelque chose comme ça. Ça pourrait peut-être t'aider ou pas ? Alors c'est vrai qu'il y a aussi une particularité, c'est que je crois que c'est assez courant, c'est que le psy t'arrête juste 1 mois renouvelable. Alors il te dit je vais renouveler, mais dans ta tête quand même t'es arrêté 1 mois. Et puis il faut que tu réécrives à ton employeur pour quand tu sors de chez le psychiatre pour dire je suis à nouveau arrêté 1 mois. Ah bon, alors on espère que tout va bien, que tu te remets, que tu vas vite revenir. Parce que finalement, c'est mois par mois, en fait. Donc, c'est pas forcément... C'est pas très stabilisant. Ouais. Alors, les projets de retraite, de choses comme ça, oui. Alors, je suis partie, mon médecin m'a préconisé de partir. Donc, je suis partie... j'ai une très bonne amie qui vit au bord de la mer. Donc, je suis partie plusieurs fois chez elle. Je suis partie plusieurs fois. Voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile d'installer quelque chose de vraiment libératoire quand on est arrêté mois par mois, en fait, psychologiquement. Est-ce que tu sais pour quelle raison ? Parce que déjà, ça permet un suivi par le psychiatre qui demande à te voir tous les mois. Mais il pourrait t'arrêter 2-3 mois et te voir tous les mois. Oui, c'est une possibilité. Et puis, je crois aussi que ça alerte moins la sécurité sociale. Le médecin est moins alerté quand il fait des arrêts d'1 mois que quand il arrête pour 3-6 mois. Voilà. Donc, il y a aussi ce sujet-là. Donc, même si vous êtes arrêté mois sur mois, lâcher, en fait. Il faut lâcher vraiment, quoi. Il faut lâcher, T'as eu du mal un peu à lâcher. Ouais, j'ai eu du mal à lâcher. J'ai eu du mal à lâcher. Excuse-moi, je voulais te poser une question. Est-ce que durant cette période, c'est à cette période-là aussi que tu as divorcé ? Non, c'était avant, en fait. C'était avant. Ouais. C'est bien avant. C'est arrivé un peu après. Ça fait 3 ans maintenant, donc c'est arrivé 2 ans après. 2 ans après. Ouais. D'accord. Donc, du coup, tu te retrouvais vraiment juste ta fille et toi alors. Oui, après. Maintenant, je suis dans une situation où je m'entends bien avec le père de ma fille, donc tout s'est apaisé. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Mais malgré tout, il y a une charge qu'on assume seul. Enfin, le quotidien, c'est vrai qu'il est assumé seul. Et je pense que c'est aussi un profil plus fragile par rapport à ces sujets du burn-out, finalement. Parce que tu penses que tu aurais été encore mariée, ça aurait été plus léger ? Du moins, ou il serait quand même arrivé ? J'aurais peut-être jeté l'éponge plus tôt au travail. Ah ouais. Parce que je me serais dit,
bon, ok, je lâche la sécurité, mais c'est pas grave, je vais faire ce que j'aime. Oui. Mais quand tu es seule, tu as ton loyer à payer, tu as tes factures. Tu as tes charges, tu n'as pas le choix. Voilà, et tu peux pas te dire je jette l'éponge comme ça, en fait. Mais on est guidé par nos peurs, hein, je le sais. Je le sais. Et peut-être qu'on n'ouvre pas les portes assez. Et en tout cas, j'ai envie de dire aussi qu'il y a plein de choses positives dans cette période, même si je n'ai pas lâché autant que je voudrais. Faire l'espace, ça veut dire écouter ce qui se passe autour de toi, finalement. Et tu te rends compte qu'il y a plein d'opportunités et des choses, des coïncidences. Tu as pensé à quelque chose et ça arrive, c'est là à côté de toi. Et je pense que tu amènes ça, en fait. Tu crées l'espace et il y a des choses qui entrent finalement et parfois sans aller chercher très loin, qui s'offrent à toi. Parce que tu as créé cet espace. Ouais, et c'est hyper intéressant. Mais je pense que j'étais dans cette ouverture-là au départ et je l'ai perdue à un moment. Je l'ai perdue parce que ce stress de savoir si j'y retourne ou pas. Donc, effectivement, je pense que si on vit ça, en fait, comme une évidence qu'il fallait que ça arrive et que les choses viennent à toi, il faut vraiment essayer de le garder un maximum, en fait. C'est vrai qu'il y en a qui disent que c'était une chance pour eux de le vivre, le burn-out. Oui. Mais je pense que c'est une chance. Je pense que c'est une chance. C'est vrai que là, j'ai pas eu l'énergie encore pour réussir à élaborer autre chose. Elle va venir, cette énergie. Oui, bien sûr. Je me rends compte que on n'est pas maître du temps non plus. Voilà, je crois que tout prend du temps. Il faut l'accepter. Mais est-ce qu'on est pressé, tu vois ? Est-ce que tu as vraiment une urgence aujourd'hui ? Quelle est l'urgence ? Non, mais je me rends compte que non, en fait, je pense que alors, il y a des chances que je retourne à mon poste aménagé, parce que c'est vrai que finalement, réenvisager quelque chose à plein temps dans un nouveau job, faut voir. Ça dépend de qui on a en face et avec, je pense, la passion, on peut faire beaucoup de choses. C'est vrai que je suis quelqu'un qui fonctionne plutôt à la passion, donc quand il n'y en a plus, c'est vrai que c'est compliqué, mais je pense que c'est ce qui va m'aider aussi à rebondir avec l'énergie que j'ai retrouvée petit à petit. Mais je pense que c'est vrai. Alors après, il y a la pression de l'âge qu'on peut se mettre aussi, parce qu'on se dit professionnellement, le nouveau départ, c'est maintenant que ça se passe. Alors c'est ce qu'on nous renvoie, hein. Moi, j'ai pas envie d'y croire, mais... Mais tu as raison de pas y croire, il te reste encore quelques années. Il te reste presque 20 ans. C'est ça. Tu auras te dire, j'ai le temps, quoi. Ouais. Et puis, je pense que quand tu arrives à faire cet espace et à plus écouter tous ces bruits de l'entourage, de la société, c'est là que ça se passe, en fait. Mais c'est un gros travail psychologique d'y parvenir, vraiment. Il faut... Qui se fait petit à petit. Ouais, c'est ça. Ouais, il faut... Mais faites-le, quoi. Ouais. Laissez le vide prendre sa place, laissez entrer ce qui vient. Vraiment, je pense qu'il y a même de la magie. Il y a même de la magie. Je ne l'ai pas eu tout le temps, hein. Il y a eu des moments vraiment durs, j'avoue que... Mais ouais, je pense qu'il y a de la magie. Donc, c'est le côté positif de cette expérience-là. Il faut la vivre. Ouais. Rien n'arrive par hasard. Non, rien n'arrive par hasard, c'est vrai. D'ailleurs, il y a quelque chose qui n'arrive pas par hasard, la ménopause, du coup, puisque c'est aussi le sujet du podcast. Et on va voir comment elle a pu... peut-être entre 40 et 47, donc est-ce que tu es rentrée en préménopause ? Est-ce que ça a eu une influence ? Parce qu'on dit souvent que ça touche les émotions. Donc il y a toute la partie émotionnelle qui rentre en jeu aussi pendant cette période-là. Alors, c'est vrai que j'ai jamais évoqué le sujet avec ma gynécologue ou médecin. C'est pas quelque chose dont j'ai parlé. Et je vous avouerai que dans tous les professionnels de santé que j'ai vus, personne n'a évoqué le sujet. Personne n'a évoqué le sujet. Alors que ça peut avoir un impact. Certainement, les émotions, tout ça. Ouais. Et donc, c'est vrai que, pour en avoir parlé avec Sabrina il y a quelques temps, c'est un sujet qui impacte vraiment le quotidien et l'énergie, l'envie. Je pense... Alors, je ne sais pas si moi, je suis vraiment concernée parce que je n'ai pas fait d'examen, j'ai pas eu de diagnostic sur le sujet.
Mais il y a une réalité, c'est qu'après 45 ans, généralement, on peut commencer à avoir quelques symptômes, quoi. Oui, alors je pense que les hormones, tout simplement. Oui, c'est ça. Oui, c'est un impact qui baissent. Bien sûr. Oui, certainement, ça a joué aussi. Hein, j'ai entendu dans mon entourage des femmes de mon âge qui alors, sans forcément arriver au burn-out, mais qui avaient un gros coup de mou, en fait, de blues, sans savoir vraiment expliquer pourquoi, en fait, un changement soudain. Et je pense que oui, ça joue. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet dont les professionnels de santé ne parlent pas, en fait. Et les professionnels tout court. Et les professionnels tout court, oui. Ça, c'est un tabou. C'est plus qu'un tabou, ça n'existe même pas, quoi. Je veux dire, c'est ça. dramatique. Donc, oui, je pense qu'il y a un lien à faire, effectivement. Et, je crois qu'il est assez évident, mais c'est vrai que c'est pas un sujet qui est traité aujourd'hui. Enfin, je pense qu'il arrive quand on n'est plus réglé, en fait. Il y a le moment où on n'est plus réglé et qu'on va voir... ça, c'est la ménopause, vraiment. Appelons un chat un chat. Hein, voilà, on n'est plus réglé. Et là, on va voir le gynéco et puis on échange avec lui. Mais tout l'amont... Oui, il n'y a rien. C'est pas mais tu y as pensé, toi, déjà, ou pas ? Avant qu'on en parle, est-ce que vraiment, c'était quelque chose où tu te dis, putain, en fait, c'est vrai, je vais être en préménopause ou ménopause je sens que tout change, en fait. Le corps change, que... voilà, que quand tu fais un écart, je sais pas, tu te couches beaucoup plus tard, tu bois un peu plus que d'habitude. Enfin, il y a le temps de la récupération. Il y a une espèce d'hygiène de vie qui et c'est pas. Je veux dire, c'est pas. J'ai pas envie de le voir comme quelque chose de limitant, en fait. C'est finalement sain de prendre soin de soi, mais c'est vrai qu'on doit plus prendre soin de soi. Et peut-être que ce qu'on n'a pas eu l'habitude de le faire avant, faut le faire maintenant. Et je pense que c'est pour évoluer vers autre chose, de réfléchir, d'être dans le soin, dans le bien-être. Et c'est une occasion, effectivement, aussi, je pense, d'apprendre à prendre soin de soi, en fait, pour celles qui ne le faisaient pas. Et ouais, j'ai envie de le voir comme quelque chose de positif. Ouais, mais tu as bien raison. Voilà. Mais, parce qu'il y a aussi tout ce qui va avec. Il y a l'assurance qu'on peut prendre avec l'âge. Il y a une beauté différente, mais ouais, quelque chose une maturité qui a du sens et puis qui peut plaire aussi. Donc ça, voilà, on le sait que ça plaît aussi la maturité, l'expérience, l'assurance. Et je pense que c'est quelque chose dont on peut se servir aussi dans le domaine professionnel, en fait. Mais il faut prendre soin de soi pour ça et ouais, faire attention à ses ressources, en fait. Travailler sur ses ressources. Voilà. Tu arrives aujourd'hui à bien prendre soin de toi ? Mieux. Mieux, en tout cas. C'est pas encore parfait. Prends le temps. Voilà, mieux. Mais j'ai encore du travail, mais c'est mieux. Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je me suis mise... Alors, je fais du sport depuis quelques années. Je n'étais pas du tout sportive, donc ça, c'est quand même... je suis contente de ça, c'est chouette. Par contre, il y a quelque chose que je faisais comme ça, en dilettante. J'allais une fois de temps en temps faire de la danse. C'est pas du tout mon truc parce que j'ai des gros problèmes de coordination. Donc, au départ, j'étais un peu perdue. Et maintenant, j'y vais 2 fois par semaine. Voilà. C'est génial. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui me booste, qui est joyeux, qui vide la tête. J'aime courir aussi. J'aime bien mettre mes baskets, partir et sans contrainte. Voilà. Le fait qu'il n'y ait pas de contrainte, en fait, c'est ça aussi, pas de contrainte. T'as pas d'horaire, tu mets tes baskets, tu pars courir. Donc ça, c'est génial. J'ai fait de la méditation beaucoup et je pense que pour la charge mentale, c'est super. Pour les profils aussi, comme le mien, qui sont tout le temps dans le mental. Voilà. Et je pense que ça, c'est pas par hasard que ça m'est arrivé aussi. Hein, le burn-out, c'est aussi le mental. C'est aussi très bien. Par contre, c'est pas forcément évident de le faire d'y arriver sans se faire accompagner. Donc, il y a des structures... laïque ou non, après chacun choisit son modèle, mais et c'est vrai que il y a un moment j'ai un peu laissé tomber, j'étais plus trop accompagnée et du coup ça j'ai un peu ralenti, mais je sens que c'est quelque chose auquel il faudrait que
je revienne. Tu manges bien ? Oui, tu manges bien, toi. Ouais, je mange bien. Après, les jours où ça va pas, j'ai des craquages sucrés, des choses comme ça. Mais, mais effectivement, en général, tu manges bien. Mais après, on le sent en fait. Enfin, je pense dès qu'il y a des en surplus, enfin qu'on mange en surplus ou qu'on mange mal, c'est vrai qu'on paye aussi, mais psychologiquement. Voilà, donc les joies d'être une femme après 40 ans. Ouais, c'est. Tu as une vision, en tout cas, de la ménopause qui est plutôt sereine, j'ai l'impression. Oui, moi, je suis sereine. En fait, voilà, j'ai eu ce couac là qui m'a rappelé à l'ordre et je sais qu'il y a des choses qu'il va falloir que j'abandonne en fait pour me recentrer sur moi. Voilà, j'essaye de le faire. Je crois que c'est mon chemin aujourd'hui. C'est ton conseil pour les femmes. Ouais, c'est ça. C'est de se dire qu'il y a des choses qu'il faut laisser, en fait. Il faut lâcher. Ouais, il faut lâcher, vraiment. Et se dire, OK, je suis pas capable d'assumer ça. Ça, en plus, ça, c'est trop, en fait. Stop. Et c'est un et assumer que c'est pas grave. Tu vois, la vie continue. Mais oui, la vie continue. Et puis, si on comprend pas en face, eh bien... Tant pis, je veux dire, voilà, c'est ça aussi, c'est accepter, peut-être de ne pas plaire, de se choisir soi un moment. D'être égoïste, de penser à soi. Ouais. Alors, je sais pas si j'arriverai à être égoïste. C'est pas en tout cas, de penser à mais... soi. En fait. Mais c'est pas le bon terme, égoïste. Voilà, mais c'est vrai que quand on a des profils très empathiques, c'est vrai que ça peut coûter cher à un moment. Donc, c'est le mot, je pense, c'est vraiment accepter de ne pas plaire aux autres. Ouais. Comme quand on a un profil empathique, comme tu dis, on a toujours envie de dire oui, d'être sympa et tout, mais d'assumer, de dire c'est ça. On n'a pas envie, on lâche l'affaire. Et on peut pas tout faire, c'est vrai. Tu vois, c'est une réalité, quoi. Donc, repenser à soi. Et sa priorité, être sa priorité, c'est pas être égoïste, c'est vraiment être sa priorité, quoi. Donc, non, c'est une période qui n'est pas simple. C'est vrai qu'il y a des jours où on se pose beaucoup de questions et on cogite beaucoup. Mais globalement, je crois que finalement, c'est quand même un cadeau. Voilà, j'ai envie de le voir comme ça. C'est une jolie fin, ça. Oui. Je pense que les nanas qui vont t'entendre, qui sont dans la même situation que toi, grâce à toi, elles vont pouvoir se dire « Ah ouais, on va y arriver, quoi. C'est dur, mais il y a du chemin. Il faut prendre le temps, mais on va y arriver. » Oui, puis il faut se faire confiance, en fait. C'est ça, la confiance. C'est écouter l'intuition. J'imagine qu'il y a plein de paramètres qu'il faut prendre en compte, quoi. Merci, Virginie. Merci à vous deux. Attends, est-ce que tu as un petit mot de la fin, peut-être ? Dis-nous. Le petit mot de la fin, j'espère que tout ce qu'on s'est dit ce matin pourra servir à d'autres. Et puis, faites-vous confiance. Aimez-vous et le reste viendra, je pense. Ouais. Voilà. C'est joli. C'est parfait. Merci Virginie. Merci. À vous. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Période. J'espère que vous vous êtes reconnus dans les sujets abordés aujourd'hui et que vous repartirez avec quelques clés pour mieux prendre soin de vous. Rappelez-vous, la vie après 40 ans est une période riche de transformations, de découvertes et de possibilités infinies. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler à vos proches ou à nous laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Ça nous aide énormément à faire connaître Période et à toucher plus de femmes qui, comme vous, traversent cette belle et puissante période de leur vie. Et surtout, si vous avez des questions, des commentaires ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans de futurs épisodes, envoyez-nous un message. Nous adorons vous lire et partager vos idées. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très vite dans Période.